Paris, le 14 juin 1940. Les rues sont vides. Les cafés restent silencieux. La ville qui a résisté pendant 2000 ans attend ses conquérants. Les troupes allemandes traversent les limites de la ville sans opposition. Le gouvernement a fui, l'armée s'est retirée. 4 millions de Parisiens ont déjà échappé vers le sud lors du plus grand exode de l'histoire française. Derrière eux, de la fumée s'élèvent des dépôts de carburant en feu et des ponts démolis. Devant, l'incertitude. La capitale de la France, le symbole de la civilisation européenne, la ville de lumière, est devenue une ville ouverte pour éviter la destruction. La décision sauve des bâtiments, mais coûte à une nation son âme. À travers le nord de la France, les forces françaises et britanniques se désintègrent. La Wehrmacht a accompli en 6 semaines ce que l'Allemagne impériale n'a pas réussi à réaliser en 4 ans de guerre précédente. La ligne Maginot, ce monument à la pensée défensive, est inutile, contournée à travers la Belgique. L'armée française, considérée parmi les meilleures du monde quelques semaines auparavant, s'effondre sous le poids d'un nouveau type de guerre. Blitzkrieg, guerre éclair. La doctrine combine avions, chars et infanterie motorisée en une arme d'une vitesse et d'une violence sans précédent. La France, encore en train de se battre dans la dernière guerre, se trouve submergée par la suivante. Cette déroute représente plus qu'une défaite militaire. La Troisième République, née de la Révolution et ayant survécu à la Grande Guerre, entre dans ses derniers jours. Les divisions politiques qui ont affaibli la France à travers les années 30 paralysent désormais la prise de décision au moment de la crise. Les généraux donnent des ordres contradictoires. Les politiciens se renvoient la balle. Les civils fuient dans la terreur. L'État français, manquant d'unité et de conviction, s'effondre aux côtés de ses armées. Les enjeux vont bien au-delà de la France elle-même. Avec la chute de la France, la Grande-Bretagne se retrouve seule face à l'Allemagne nazie. L'équilibre des pouvoirs en Europe penche de manière décisive en faveur de Berlin. Hitler atteint une position de domination jamais vue depuis Napoléon. La route vers Moscou est ouverte. La route vers Londres semble gérable. L'ensemble de l'ordre mondial établi après la Première Guerre mondiale se dissout en 6 semaines catastrophiques. Les forces allemandes se dirigeant vers Paris se composent de divisions mécanisées éprouvées par la campagne polonaise. Le général Heinz Guderian commande des forces blindées dont la vitesse et l'agressivité choquent même le haut commandement allemand. Le général Erwin Rommel dirige la 7e division blindée avec une telle audace que ses supérieurs ont du mal à suivre sa localisation. Le maréchal von Rundstedt commande le groupe d'armée A, le principal assaut à travers les Ardennes. Au-dessus de tous, Adolf Hitler dirige les opérations depuis son quartier général, justifié après que les généraux ont douté de sa stratégie. En s'opposant à eux, l'armée française déploie plus de chars et d'artillerie que l'Allemagne. Le général Maurice Gamelin commande les forces françaises avec des tactiques obsolètes et des déploiements dispersés. Le général Maxime Weygand remplace Gamelin en pleine crise, mais hérite du chaos. Le commandant suprême allié Lord Gort dirige les forces britanniques qui ont combattu avec bravoure, mais qui évacuent maintenant de Dunkerque, laissant la France faire face seule à l'invasion. Les Français possèdent du matériel, mais manquent de doctrine, de radio et de volonté de s'adapter suffisamment rapidement pour survivre. L'atmosphère à travers la France combine l'incrédulité et l'horreur. Les citoyens qui se souviennent de la dernière invasion allemande voient l'histoire se répéter, plus rapidement et plus complètement. Les réfugiés encombrent chaque route menant vers le sud, créant des cibles parfaites pour les avions allemands. Les soldats abandonnent leur équipement et leurs uniformes, se fondant dans les populations civiles. Les officiers perdent le contact avec leurs unités, les réseaux de communication s'effondrent. La machine de la résistance française cesse simplement de fonctionner, non pas par manque de courage, mais en raison d'un échec systémique du commandement, de la doctrine et de la cohésion nationale. Ce qui rend cet effondrement particulièrement dévastateur est sa rapidité. La Pologne a résisté pendant des semaines. La France, avec des ressources bien plus importantes et le soutien des forces britanniques, perd effectivement la campagne en 2 semaines après l'assaut principal allemand à travers les Ardennes. La percée à Sedan le 13e et 14e mai scelle le destin de la France, bien que les combats se poursuivent jusqu'en juin.
Au moment où les troupes allemandes entrent à Paris, l'issue est claire depuis des semaines. Ce qui reste à savoir n'est pas si la France va tomber, mais à quelle vitesse et dans quelle mesure. Un officier français écrit plus tard « Nous avons été vaincus avant même de commencer. Nos généraux se préparaient pour la dernière guerre, tandis que l'ennemi menait la suivante. La vitesse nous a battus, la vitesse et nos propres échecs. » Les rares séquences colorées qui subsistent de cette période capturent ce que le film en noir et blanc ne peut pas transmettre pleinement. Les bannières nazies rouge vif suspendues aux bâtiments français, les uniformes verts des soldats allemands contre la pierre grise de Paris, le soleil d'été rayonnant sur une nation en déclin, le ciel bleu au-dessus des réfugiés fuyant vers le sud. Ces images préservent non seulement des événements, mais aussi une atmosphère, rendant la catastrophe immédiate et réelle à travers les décennies. Elles nous montrent un monde en couleurs, faisant paraître le passé moins lointain, plus humain, plus dévastateur. La chute de la France représente l'un des effondrements militaires les plus dramatiques de l'histoire. Une grande puissance européenne, possédant une armée nombreuse et des ressources significatives, tombe sous l'invasion en 6 semaines. Les conséquences redessinent la guerre, renforcent l'Allemagne et laissent la Grande-Bretagne face à l'invasion seule. La France entre dans 4 années d'occupation, de collaboration et de résistance. La Troisième République meurt. La France de Vichy s'élève de ses cendres, un État fantoche servant les intérêts allemands. Les Français libres continuent de se battre depuis Londres, mais la France elle-même est tombée. C'est l'histoire de la façon dont l'impossible est devenu réalité. Comment la nation qui a mené la résistance européenne contre l'Allemagne lors de la guerre précédente se rend lors de la suivante. Comment l'excellence militaire rencontre l'obsolescence militaire et perd de façon catastrophique. Comment une société se fracture sous la pression, ses faiblesses exposées par des ennemis impitoyables exploitant chaque fissure. Comment, en 6 semaines durant le printemps 1940, la France tombe. La France, à son apogée en 1918, se dresse comme la première puissance militaire en Europe. 4 années de guerre brutale contre l'Allemagne impériale se terminent par la victoire. Les armées françaises occupent la Rhénanie. Le traité de Versailles impose des conditions sévères à l'Allemagne vaincue, des conditions largement dictées par le Premier ministre français Georges Clemenceau, qui exige la sécurité par-dessus tout. La France a enterré 1 400 000 morts, a subi 4 millions de blessés et a vu ses départements du Nord-Est dévastés par la guerre des tranchées. La victoire a coûté cher, mais la France a gagné. Les cicatrices sont profondes. Des villages entiers dans le Nord-Est cessent d'exister. Les terres agricoles restent empoisonnées par des produits chimiques et jonchées de munitions non explosées des décennies plus tard. Une génération de jeunes hommes repose dans des cimetières militaires s'étendant à travers la campagne. Le traumatisme façonne tout ce qui suit. La France devient obsédée par la prévention d'une autre invasion, d'une autre guerre, d'une autre catastrophe sur le sol français. Cette obsession produit la ligne Maginot. Nommé d'après le ministre de la Guerre André Maginot, le système de fortification s'étend le long de la frontière de la France avec l'Allemagne, de la Suisse à Luxembourg. La construction commence en 1929 et consomme d'énormes ressources. D'énormes bunkers en béton abritent des pièces d'artillerie. Des casernes souterraines abritent des milliers de troupes. Des tunnels reliant les positions fortifiées. Des lignes de chemin de fer approvisionnent les garnisons. La ligne représente le meilleur de l'ingénierie défensive de son époque, un monument à la détermination française que nulle armée allemande ne franchira cette frontière à nouveau. La ligne Maginot contient une faille fatale. Elle ne s'étend pas le long de la frontière belge. Les planificateurs français croient que la forêt d'Ardennes, avec ses collines abruptes et ses bois denses, constitue une barrière naturelle trop difficile à franchir rapidement pour les armées modernes. Ils croient que la neutralité de la Belgique doit être respectée. Ils croient que toute attaque allemande viendra par la Belgique, comme cela a été le cas en 1914, permettant aux forces françaises et britanniques de rencontrer l'invasion sur le sol belge, épargnant à la France un autre tour de dévastation sur son territoire. Ces croyances se révèlent catastrophiques. Alors que la France construit des murs, l'Allemagne reconstruit des armées. Adolf Hitler devient chancelier en 1933 et commence immédiatement le réarmement en violation de Versailles.
L'armée allemande étudie ses échecs de la guerre précédente et développe une nouvelle doctrine. Le général Heinz Guderian défend le concept de formation blindée, massée, soutenue par des avions, créant ce qui est connu sous le nom de Blitzkrieg. La vitesse, la concentration de la force et la perturbation des structures de commandement ennemies remplacent l'attrition écrasante de la guerre de tranchées. De jeunes officiers comme Erwin Rommel adoptent une guerre de manœuvre agressive. La Wehrmacht, qui émerge de cette réflexion, ressemble peu à l'armée impériale allemande de 1914 à 1918. La France observe ces développements avec alarme, mais peine à s'adapter. L'armée française, en 1940, possède 3000 chars, plus que l'Allemagne. L'armement français comprend d'excellents modèles comme le char B1 lourd et le Sommois S-35 moyen. L'artillerie française reste de classe mondiale. L'armée compte 5 millions d'hommes lorsque les réserves sont mobilisées. Sur le papier, la France apparaît redoutable. En pratique, l'armée souffre de faiblesses handicapantes qui restent invisibles jusqu'à être mises à l'épreuve par la guerre. La doctrine des chars français disperse l'armure à travers les divisions d'infanterie plutôt que de la concentrer dans des formations blindées indépendantes. Les équipements de communication sont à la traîne par rapport aux normes allemandes. De nombreux chars français manquent complètement de radio, obligeant les commandants à coordonner par des signaux manuels ou à descendre physiquement pour conférer. La philosophie du commandement met l'accent sur une planification méthodique et des batailles en pièces réglées, et non sur une improvisation rapide. Les officiers s'attendent à avoir le temps d'organiser les attaques, le temps d'apporter les fournitures, le temps de coordonner avec les unités adjacentes. Les Allemands ne leur donneront aucun temps. Les divisions politiques affaiblissent la France tout au long des années 30. La gauche et la droite se considèrent avec méfiance, frôlant la haine. Communistes et fascistes s'affrontent dans les rues. Les gouvernements montent et descendent avec une fréquence alarmante, empêchant une planification militaire cohérente à long terme. Les budgets de défense fluctuent avec les vents politiques. Certains politiciens craignent que leurs propres généraux ne lancent des coups d'État. D'autres craignent l'armement de la classe ouvrière. Un sentiment pacifiste prévaut parmi les populations hantées par les souvenirs de la guerre précédente. La phrase « mieux Hitler que Blum » circule dans les cercles de droite, suggérant que certains préfèrent l'Allemagne nazie aux politiciens socialistes de la France. La guerre civile espagnole de 1936 à 1939 fournit un laboratoire pour tester de nouvelles technologies et doctrines militaires. L'Allemagne envoie des avions, des chars et des conseillers pour soutenir les nationalistes de Francisco Franco. La Luftwaffe pratique le bombardement de terreur contre des cibles civiles à Guernica. La Wehrmacht teste de nouveaux équipements et tactiques. La France, paralysée par des divisions internes et des accords de non-intervention, observe depuis les lignes de touche et apprend peu. Les leçons prouvées en Espagne sur les blindés, les avions et la guerre interarmes n'arrivent pas à pénétrer la pensée militaire française. Lorsque l'Allemagne envahit la Pologne le 1er septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre 2 jours plus tard. Les armées françaises se mobilisent. Les divisions prennent position le long de la ligne Maginot. Puis, rien ne se passe. La drôle de guerre commence. Les forces françaises effectuent des incursions limitées sur le territoire allemand, avancent quelques kilomètres, puis se retirent derrière leurs fortifications. La Luftwaffe et l'armée de l'air française évitent les grands combats. La vie à Paris continue avec étonnamment peu de perturbations. Les soldats occupent des positions pendant un hiver froid, mais ne voient aucun combat. Cette période crée de la complaisance, un sentiment que peut-être cette guerre restera limitée, peut-être que des solutions diplomatiques restent possibles, peut-être que la catastrophe peut être évitée. Dans les coulisses, la planification allemande se poursuit. Hitler prévoit initialement l'invasion de la France pour novembre 1939, puis reporte à plusieurs reprises en raison des conditions météorologiques et de la logistique. Les généraux présentent plusieurs plans. Le concept initial fait écho au plan Schlieffen de 1914 visant un effort principal à travers la Belgique. Ensuite, le général-lieutenant Erich von Manstein propose une alternative. Envoyer le groupe d'armée B à travers la Belgique et les Pays-Bas pour attirer les forces alliées vers le nord. Puis lancer l'attaque principale à travers les Ardennes avec le groupe d'armée A, percé jusqu'à la côte de la Manche,
et diviser les armées alliées en deux. Le plan est risqué, dépendant de la vitesse et de la surprise, pariant que des blindés massés peuvent traverser un terrain supposément infranchissable avant que les Français ne réagissent. Hitler l'accepte. Un officier allemand écrira plus tard « Nous ne croyions pas que nous pouvions gagner si facilement. Le plan semblait audacieux au point de l'imprudence. Mais nous avions confiance en nos tactiques, notre équipement et notre entraînement, et nous soupçonnions que le haut commandement français restait piégé dans la pensée de la dernière guerre. » Un général français réfléchit plus tard « Nous attendions l'attaque avec la certitude de nos préparations et la force de nos positions. Nous nous attendions à ce qu'ils passent par la Belgique. Nous nous attendions à avoir le temps de manœuvrer nos réserves. Nous nous attendions à une guerre de mouvements méthodiques et non de frappes éclairs. Nous nous attendions, en résumé, à une répétition de 1914. Nous nous préparions à mener la dernière guerre, tandis que l'ennemi était déjà passé à la suivante. » La Wehrmacht achève ses préparatifs jusqu'en avril 1940. Les divisions blindées se rassemblent dans des zones de rassemblement. Les escadrons de la Luftwaffe se positionnent pour l'offensive. Les unités logistiques stockent du carburant et des munitions. Les parachutistes et les troupes de planeurs s'entraînent pour des opérations spéciales. Le renseignement allemand identifie les faiblesses des défenses françaises en face des Ardennes. Le plan prévoit une percée à Sedan, une ville dont le nom résonne dans l'histoire française comme le site d'une défaite catastrophique en 1870 pendant la guerre franco-prussienne. Le symbolisme est délibéré. Les services de renseignement français détectent une activité mais interprètent mal son importance. Les rapports notent des concentrations allemandes, mais les analystes rejettent la possibilité d'une attaque majeure à travers les Ardennes. Le terrain semble trop difficile. L'avancée serait trop lente. Les forces françaises auraient le temps de répondre. La vraie menace doit passer par la Belgique. Le commandant suprême allié Maurice Gamelin positionne ses meilleures unités, y compris les divisions motorisées et le corps expéditionnaire britannique, pour avancer en Belgique au moment où l'Allemagne attaque. C'est exactement ce que la planification allemande anticipe et désire. Alors qu'avril cède la place à mai, le printemps arrive à travers la France. Les cafés se remplissent de clients profitant du soleil. Les agriculteurs plantent des cultures. Dans les camps militaires derrière la ligne Maginot, les soldats s'exercent et attendent. Les politiciens débattent à Paris. La ville se prépare pour l'été. De l'autre côté de la frontière, les forces allemandes reçoivent des ordres finaux et attendent le mot de code. L'illusion de la guerre fictive, la croyance réconfortante que peut-être ce conflit pourrait rester limité, l'espoir que la catastrophe pourrait être évitée, toutes ces suppositions confortables sont sur le point de se briser. Le matin du 10 mai 1940 approche. À l'aube, la Wehrmacht lancera Fallgelb, le cas jaune, l'invasion de la France et des Pays-Bas. Tout ce que la France a préparé pendant les 20 dernières années sera mis à l'épreuve. Tout ce que l'armée française croit sur la guerre moderne fera face à la réalité. Le compte à rebours avant la chute de la France commence. Le 10 mai 1940. À 5h30 du matin, les forces allemandes franchissent les frontières des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg simultanément. La drôle de guerre prend fin. La véritable guerre commence. Des bombardiers de la Luftwaffe frappent les aérodromes à travers les Pays-Bas et la Belgique avant l'aube. Des avions néerlandais et belges brûlent au sol avant que leurs pilotes ne les atteignent. Des parachutistes allemands se jettent sur des ponts et des fortifications clés, s'emparant des objectifs avant que les défenseurs ne se mobilisent complètement. Les troupes de planeurs atterrissent directement sur le fort Eben Emael, la forteresse la plus puissante de Belgique, et la neutralisent en quelques heures, en utilisant des explosifs spécialisés. La rapidité et la coordination de ces mouvements d'ouverture stupéfient les commandants alliés surveillant les rapports de situation. Le groupe d'armée B, sous le maréchal Fedor von Bock, pénètre en Hollande et dans le nord de la Belgique exactement comme l'anticipait la planification alliée. La 18e armée allemande attaque Rotterdam. La 6e armée avance à travers la Belgique centrale vers Bruxelles. Les divisions de chars filent en avant de l'infanterie, poussant profondément dans le territoire belge. Les forces néerlandaises résistent, mais font face à un pouvoir de feu écrasant. Les troupes belges reculent vers des positions préparées. L'invasion semble suivre le schéma attendu, la répétition de 1914 que la planification française et britannique suppose.
le commandant suprême Maurice Gamelin donne des ordres pour activer le plan Deal. Le groupe d'armées français, sous le général Gaston Billotte, avance en Belgique. Le corps expéditionnaire britannique, sous Lord Gort, se déplace vers le nord. Les meilleures divisions mécanisées de France, y compris les élites de la 1e et de la 2e division légère mécanisée, se précipitent vers des positions défensives le long de la rivière d'Isle en Belgique. Exactement comme le souhaite la planification allemande, les forces alliées se déplacent vers le nord, loin de l'endroit où le véritable coup va frapper. Mais l'attention se déplace rapidement vers le sud. Des rapports arrivent concernant les forces allemandes entrant au Luxembourg. Des avions de reconnaissance repèrent d'immenses colonnes se déplaçant à travers la forêt des Ardennes. Au début, le renseignement français écarte ces informations comme étant des efforts de diversion. Les Ardennes restent dans la pensée française impraticables pour de larges forces mécaniques. La forêt, les collines, les routes étroites, tout crée des obstacles qui devraient ralentir toute avancée à un pas de tortue. Il existe du temps pour répondre. Il existe du temps pour déplacer des réserves. Ces hypothèses confortables s'évaporent en quelques heures. 3 corps de chars traversent les Ardennes à une vitesse choquante. Le général Heinz Guderian commande le 19e corps de chars qui est à l'avant-garde de l'avancée vers Sedan. Le général Georg Hans Reinhardt dirige le 41e corps de chars légèrement au nord de Guderian. Le général Hermann Hoth commande le 15e corps de chars encore plus au nord. Ensemble, ces formations comprennent 7 divisions de chars avec plus de 2000 chars, soutenus par une infanterie motorisée et de l'artillerie. Les colonnes s'étendent sur des kilomètres, vulnérables aux attaques aériennes, si l'aviation française pouvait les atteindre. Mais la Luftwaffe contrôle les cieux, et les bombardiers français tentant de frapper les colonnes subissent des pertes dévastatrices. L'avancée à travers les Ardennes se déroule plus rapidement que prévu par la planification allemande. Les forces françaises dans la forêt consistent principalement en divisions de réserve, des unités de qualité inférieure avec un équipement plus ancien et moins de formation. Ces troupes font face à des équipages de panzer vétérans fraîchement sortis de la victoire en Pologne. Les chasseurs ardennais belges mènent des actions de ralentissement, faisant sauter des ponts et abattant des arbres sur les routes, mais les Allemands poussent simplement les débris sur le côté et continuent. Au 12e mai, juste 2 jours après le début de l'invasion, les forces allemandes atteignent la rivière Meuse à plusieurs points. À Sedan, Guderian concentre 3 divisions blindées. La ville est située sur la rive est de la Meuse. Les défenses françaises sur la rive ouest consistent en bunkers, tranchées et obstacles, tenus par les 55e et 71e divisions d'infanterie, toutes 2 formations de réserve. Ces unités manquent de canons anti-aériens adéquats, d'équipements de communication modernes et, surtout, elles manquent de morale et de formation pour résister à ce qui va suivre. Les soldats tenant la position de la Meuse à Sedan représentent le maillon le plus faible de la France, et Guderian l'a trouvé, que le 13e se révèle décisif. À l'aube, la Luftwaffe commence l'attaque aérienne la plus concentrée jamais vue dans la guerre. Les bombardiers en piqué Stuka, équipés de sirènes, hurlent sur les positions françaises par vagues. Les bombardiers de haut niveau pilonnent les bunkers et les positions d'artillerie. Le bombardement se poursuit pendant des heures. Les soldats français se recroquevillent dans les bunkers alors que la terre tremble. Les lignes téléphoniques sont coupées. Les officiers perdent le contact avec leurs hommes. L'effet psychologique s'avère aussi dévastateur que les dégâts physiques. C'est la terreur du ciel, implacable, écrasante. À 4 heures de l'après-midi, l'infanterie allemande traverse la Meuse dans des canaux en caoutchouc. Les défenseurs français, étourdis par des heures de bombardement, offrent une résistance éparse. Certains bunkers ripostent efficacement, des soldats isolés tirent des fusils et des mitrailleuses sur les forces qui forcent le passage. Mais la cohésion est rompue. Les commandants d'unités ne peuvent pas coordonner la défense. L'artillerie ne parvient pas à se concentrer sur les sites de passage. En quelques heures, des ingénieurs allemands construisent des ponts flottants. Des chars commencent à traverser. Au crépuscule, Guderian établit un point d'appui sur la rive ouest de la Meuse à Sedan. La 55e division française commence à se désintégrer. Des rapports parviennent au quartier général de soldats abandonnant leur position. Les officiers décrivent la panique. L'expression « panique de masse » apparaît dans les rapports de situation. Certaines unités se maintiennent,
d'autres battent en retraite de manière ordonnée, certaines se dissolvent simplement. Le général Lafontaine, commandant de la 55e division, tente d'organiser des contre-attaques, mais manque de réserve et de communication avec les unités survivantes. L'effondrement psychologique progresse plus rapidement que l'avance physique. La peur, plus que la puissance de feu allemande, défait la position française à Sedan. Les commandants français échouent initialement à comprendre l'ampleur de la catastrophe. Les rapports restent confus et contradictoires. Certains affirment que la situation est maîtrisée, d'autres annoncent un désastre. Le commandant suprême Gamelin, à des centaines de kilomètres au quartier général, reçoit des informations filtrées montrant une crise locale, et non une percée mettant fin à la campagne. Il ne donne pas immédiatement l'ordre aux troupes avançant en Belgique de faire demi-tour et de contre-attaquer la percée. Le cycle de prise de décision dans la structure de commandement française, conçue pour la guerre méthodique, ne peut pas s'adapter suffisamment rapidement au tempo de la Blitzkrieg, que le 14 mai apporte l'expansion allemande du pont de tête. Davantage de divisions blindées traversent la Meuse. Guderian se dirige à l'ouest vers la côte de la Manche, exactement comme le plan le prévoit. Les tentatives françaises de contre-attaque échouent. La 2e division blindée sous le commandement du colonel Charles de Gaulle attaque les positions allemandes mais manque de soutien d'infanterie et aérien. L'attaque obtient un succès local, puis stagne. Les chars français surpassent les blindés allemands individuellement, mais se battent dispersés sur le champ de bataille, tandis que les chars allemands se massent et se concentrent. La doctrine française met l'accent sur le soutien de l'infanterie. La doctrine allemande met l'accent sur la percée et l'exploitation. À Sedan, la percée l'emporte. Au nord, à Monthermé, le 41e corps blindé de Reinhardt fait face à une résistance plus forte pour traverser la Meuse. Les positions françaises ici s'avèrent plus solides. La traversée prend plus de temps, coûte plus cher. Mais le 15 mai, Reinhardt établit également un pont de tête et commence à s'étendre vers l'ouest. À Dinant, la 7e division blindée de Rommel force une traversée après de violents combats. Rommel dirige personnellement depuis l'avant, menant sa division avec une agressivité implacable. Ses supérieurs ont du mal à suivre sa localisation. Il se déplace trop rapidement pour les procédures de rapport normal. La percée à Sedan crée une brèche dans les lignes françaises d'environ 50 km de large. À travers cette brèche, les divisions blindées allemandes avancent vers l'ouest. Les Français possèdent des réserves blindées, mais ces unités sont dispersées, engagées sur le front belge, ou retenues en attendant une compréhension plus claire des intentions allemandes. Le rythme de l'avancée allemande dépasse la capacité française à réagir. Les ordres atteignent les unités des heures après le changement de situation. Les contre-attaques sont lancées contre des positions abandonnées par les Allemands quelques heures plus tôt. Les échecs de communication multiplient les catastrophes. Un commandant de char allemand écrit plus tard « Nous ne pouvions pas croire notre bonne fortune. Nous nous attendions à une vive résistance sur la Meuse, à une bataille difficile pour établir le pont, puis à des contre-attaques de l'armure française. Au lieu de cela, nous avons traversé, élargi et avancé vers l'ouest presque sans opposition. Les Français avaient des chars, ils avaient des canons, mais ils n'avaient pas de temps, et dans la guerre moderne, le temps signifie tout. Un officier français se rappelle « Nous avons entendu les Stukas avant de les voir. Ce cri glaçait le sang. Quand ils plongeaient, des hommes couraient, abandonnaient leur position, fuyaient dans les bois, puis vinrent les chars, et derrière eux d'autres chars, et nous n'avions rien pour les arrêter. Nos radios ne fonctionnaient pas. Nos ordres n'avaient aucun sens. On nous disait de tenir des positions déjà envahies. L'armée n'était pas vaincue. L'armée était paralysée. » Le 15 mai, Winston Churchill, nouvellement nommé Premier ministre de Grande-Bretagne, reçoit un appel téléphonique du Premier ministre français, Paul Reynaud. « Nous avons été vaincus, dit Reynaud. Nous sommes battus. » Churchill s'envole pour Paris le lendemain et trouve la direction française dans le désespoir. Le général Gamelin admet qu'il n'a pas de réserve stratégique. Les forces qui devraient défendre Paris et contre-attaquer la percée sont engagées en Belgique ou éparpillées à travers la France. Churchill demande où sont les réserves. Gamelin répond qu'il n'y en a pas. Cette admission stupéfie la délégation britannique. D'ici le 16e mai, les divisions Panzer allemandes se précipitent vers la côte du Channel, coupant les forces alliées en deux. Le piège commence à se refermer. Le premier groupe d'armées français,
Le corps expéditionnaire britannique et les forces belges, dans le nord de la Belgique, font face à l'encerclement. Derrière eux, les chars allemands avancent. Devant, le groupe d'armées allemands B attaque par l'est. Les armées alliées qui avaient avancé en Belgique pour faire face à l'invasion prévue se retrouvent désormais encerclées, coupées de la France, combattant simultanément sur plusieurs fronts. La vitesse de l'effondrement choque les deux côtés. Les généraux allemands s'inquiètent que leur tête de pont de Panzer avance trop rapidement, créant des flancs vulnérables. Hitler lui-même ordonne de brèves pauses, craignant que l'avance surpasse le soutien de l'infanterie. Mais l'élan porte les forces allemandes en avant. Guderian reçoit l'ordre de s'arrêter, s'oppose à cela, reçoit la permission de mener une reconnaissance en force et interprète cette permission comme une autorisation de poursuivre l'avance à pleine vitesse. Les généraux de Panzer comprennent qu'ils doivent exploiter la percée avant que les forces françaises ne se redressent et organisent un contre-attaque efficace. Les tentatives françaises de sceller la brèche échouent. Le général Weygand remplace Gamelin en tant que commandant suprême le 19 mai, mais hérite du chaos. Les plans de contre-attaque existent sur papier, mais ne peuvent pas être coordonnés. Les unités désignées pour la contre-attaque manquent de carburant, de munitions ou d'ordre clair. La communication entre les quartiers généraux et les unités de première ligne s'effondre complètement. Les commandants locaux font preuve d'initiative, mais ne peuvent pas obtenir de résultats sans soutien. La machine militaire française, conçue pour la guerre méthodique sous un contrôle centralisé, ne peut pas fonctionner lorsque les réseaux échouent et que le rythme dépasse les paramètres de conception. Les 10 premiers jours de la campagne détruisent les espoirs français de contenir l'invasion. La percée à Sedan devient une plaie béante par laquelle les forces allemandes déferlent. La situation stratégique qui existait le 9e mai n'existe plus le 20e mai. La France n'affronte pas une bataille à gagner, mais une catastrophe à survivre. La question passe de savoir si la France peut vaincre l'invasion, à savoir si la France peut éviter un effondrement militaire total avant le début des négociations de paix. La réponse à cette question devient plus claire chaque jour qui passe. Le 20e mai 1940, les forces de chars allemandes atteignent la côte de la Manche à Abbeville. La course de la Meuse à la mer ne prend que 10 jours. L'avance couvre près de 300 km au cœur de la France. Les armées alliées en Belgique sont coupées. Le piège se referme. Le général Heinz Guderian se tient sur la plage près de Noyelles-sur-Mer et regarde la Manche. Ces divisions Panzer ont réalisé ce que de nombreux généraux allemands considéraient comme impossible. L'armée française, la force qui a tenu l'Allemagne à distance pendant 4 ans lors de la précédente guerre, a été divisée en deux. Au nord, les forces britanniques, françaises et belges se battent encerclées. Au sud, les armées françaises restantes luttent pour former de nouvelles lignes de défense. Entre elles, les chars allemands contrôlent le corridor, l'artère vitale qui reliait autrefois les forces alliées. Les armées encerclées dans le nord totalisent plus d'1 million d'hommes. La force expéditionnaire britannique comprend 9 divisions d'infanterie et une division blindée. La première armée française comprend plusieurs divisions mécanisées, les forces les mieux équipées de la France. Les forces belges continuent de se battre malgré les doutes croissants de leur roi sur la poursuite de la résistance. Ces armées possèdent de l'équipement, des munitions et la volonté de combattre, mais elles manquent de profondeur stratégique et de lignes d'approvisionnement. Elles sont piégées. Les forces allemandes sont désormais confrontées à un choix. Tourner vers le nord et détruire les armées encerclées, ou tourner vers le sud et avancer vers Paris. Hitler et ses généraux débattent de la décision. Les divisions Panzer ont besoin d'entretien après 10 jours d'avance continue. Les chars nécessitent une réparation. Les équipages ont besoin de repos. Les stocks de carburant et de munitions doivent être replenished. Mais l'élan plaide en faveur d'une attaque continue. Les Français ne montrent aucun signe de résistance organisée capable d'arrêter l'armement allemand. L'opportunité existe pour mettre fin à la campagne dans quelques semaines. La décision vient d'attaquer dans les deux directions. Certaines divisions Panzer se dirigent vers le nord pour resserrer l'étau autour des forces alliées en Flandre. D'autres se préparent à attaquer vers le sud en direction de Paris et du cœur de la France. Mais tout d'abord vient la destruction de la poche nord. L'élimination des forces britanniques et françaises piégées contre la Manche devient la priorité immédiate.
Les forces alliées dans la poche tentent de percer. Le général Weygand ordonne des attaques simultanées du nord et du sud pour rétablir la connexion. Le plan semble solide sur le papier, mais s'avère impossible à coordonner. La communication entre les forces du nord et du sud reste coupée. Les attaques se lancent à des jours différents, à des emplacements différents, sans soutien mutuel. Les forces allemandes défient chaque effort séparément. L'attaque britannique venant du sud d'Arras le 21 mai obtient un succès initial, perturbant les positions allemandes et menaçant brièvement les lignes d'approvisionnement. Les commandants allemands, y compris Rommel, admettent plus tard que l'attaque a suscité une véritable inquiétude. Mais manquant de réserve et de soutien, l'attaque britannique s'arrête et se retire. Depuis le sud, les tentatives françaises de percer les armées encerclées échouent à maintes reprises. Le manque de couverture aérienne condamne les attaques avant qu'elles ne commencent. Les bombardiers en piqué de la Luftwaffe frappent les colonnes françaises se déplaçant vers les positions d'attaque. Les chars allemands contre-attaquent les blindés français et les vainquent au coup par coup. La coordination requise pour une percée simultanée des deux côtés ne se matérialise jamais. La poche reste scellée. La Belgique se rend le 28 mai. Le roi Léopold III décide que la résistance continue ne sert à rien. L'armée belge a combattu pendant 18 jours, a reculé régulièrement, a subi de lourdes pertes et fait maintenant face à l'annihilation. Léopold ouvre des négociations avec l'Allemagne et ordonne à ses forces de cesser le combat. La reddition a lieu sans consultation avec la Grande-Bretagne ou la France, créant amertume et reproches. La capitulation belge ouvre le flanc nord des forces alliées en Flandre, rendant la position encore plus intenable. Le cabinet de guerre britannique prend la décision pénible d'évacuer. L'opération Dynamo, l'évacuation de Dunkerque, commence le 26 mai. Les destroyers de la Royal Navy, les bateaux civils, les pêcheurs, les embarcations de loisirs, tout ce qui flotte et peut traverser la Manche converge vers les plages de Dunkerque. La force expéditionnaire britannique recule vers la côte, établissant un périmètre de défense autour du port. Les forces françaises, en particulier la Première Armée, mènent des actions de ré-arrière-garde désespérées pour maintenir le corridor ouvert pour l'évacuation. Hitler émet son ordre de halte controversé le 24e mai. Les divisions Panzer reçoivent des instructions pour arrêter leur avancée vers Dunkerque et consolider les positions. L'ordre reste l'un des grands mystères de la guerre. Les explications varient. Göring promet que la Luftwaffe peut détruire les forces piégées depuis les airs. Certains généraux s'inquiètent des pertes de chars dans un terrain inadapté à l'armement. Hitler lui-même craint peut-être une surextension. Quelle que soit la raison, l'ordre de halte donne aux forces alliées des jours cruciaux pour établir les défenses de Dunkerque et commencer l'évacuation. La Luftwaffe attaque Dunkerque sans pitié. Les bombardiers en piqué Stuka frappent les installations portuaires. Les bombardiers à haute altitude pilonnent les plages. Les chasseurs allemands mitraillent des colonnes de soldats attendant d'embarquer sur des navires. La ville brûle. Des navires coulent dans le port. Les réservoirs de stockage de pétrole explosent, envoyant une épaisse fumée noire s'élever dans le ciel. Pourtant, l'évacuation se poursuit. La Royal Air Force, se battant depuis des bases en Angleterre, conteste la suprématie aérienne de la Luftwaffe et obtient un succès surprenant. Le commandement des chasseurs engage escadre après escadre dans la bataille de Dunkerque. Les pertes allemandes augmentent. Sur les plages, les soldats s'avancent dans l'eau jusqu'à la poitrine, attendant que les bateaux les rejoignent. Les destroyers entassent des hommes sous les ponts et sur les ponts découverts, transportant des charges bien au-delà de la capacité de sécurité. De petits navires civils transportent des troupes des plages vers de plus grands navires au large. L'opération se poursuit jour et nuit. L'artillerie allemande pilonne les plages. Les avions attaquent en permanence. Des navires coulent. Des hommes se noient. Mais l'évacuation se poursuit. D'ici le 30e mai, plus de 100 000 troupes atteignent l'Angleterre. Les chiffres augmentent chaque jour. Les forces françaises tiennent le périmètre défensif avec un courage désespéré. La Première Armée sous le général Priou se sacrifie pour gagner du temps pour l'évacuation. À Lille, les troupes françaises encerclées par les forces allemandes se battent pendant des jours après avoir été coupées.
La garnison immobilise 7 divisions allemandes qui pourraient sinon attaquer Dunkerque. Lorsque Lille capitule enfin le 31 mai, les officiers allemands saluent les défenseurs français en reconnaissance de leur valeur. Mais ces actes de courage ne peuvent changer la réalité stratégique. Les armées du Nord sont en train d'être détruites ou évacuées. Les forces les mieux équipées de la France s'échappent soit vers l'Angleterre, soit entrent en captivité allemande. Un soldat britannique se souvient plus tard, « Nous étions en ligne sur la plage, attendant notre tour, tandis que des bombes tombaient autour de nous et que la ville derrière nous brûlait. Des hommes sont morts en attendant. Des navires ont coulé à portée de vue de la côte. Pourtant, nous avons continué d'avancer, continué de monter à bord des bateaux, continué de croire que nous pourrions survivre. La marine a accompli des miracles. Des propriétaires de bateaux civils ont montré un courage égal à celui de n'importe quel soldat. Nous étions défaits, coupés du monde, évacués dans l'humiliation. Pourtant, c'était comme une délivrance. » Un officier français écrit « Nous avons tenu la ligne pour que les Britanniques puissent s'échapper. Nos hommes ont combattu sachant qu'ils ne monteraient pas sur ces navires. Nous avons lutté pour que d'autres puissent vivre et se battre à nouveau. Lorsque les munitions ont manqué, nous avons capitulé. Les Allemands nous ont traités avec respect en tant que soldats. Mais le respect ne change pas le fait que nous avons été vaincus, que les meilleures divisions de France étaient désormais des prisonniers ou des évacués, que l'armée était brisée. » Le 4 juin. L'opération Dynamo se termine officiellement. Plus de 338 000 soldats évacuent vers l'Angleterre, y compris 120 000 soldats français. La marine royale perd 6 destroyers coulés et 19 endommagés. Plus de 200 autres navires coulent. Le corps expéditionnaire britannique laisse derrière lui tout son équipement lourd, tous ses véhicules, toute son artillerie. Les troupes s'évacuent avec des fusils et peu d'autres choses. Le miracle de Dunkerque sauve des hommes, mais perd du matériel. Les forces françaises restantes dans le nord se battent brièvement, puis se rendent. La première armée, piégée à Lille, capitule. De plus petites poches de résistance sont éliminées. D'ici le 5e juin, le front nord cesse d'exister. Les forces allemandes tournent maintenant toute leur attention vers le sud. Le groupe d'armée B et le groupe d'armée A se réorientent pour l'assaut sur Paris. La deuxième phase de la campagne commence. La France a perdu ses meilleures armées. Les Britanniques se sont évacués. La Belgique a capitulé. Les Pays-Bas sont tombés en 5 jours à la mi-mai. Les pertes allemandes restent remarquablement légères. Environ 30 000 tués, blessés et disparus dans toute la campagne jusqu'à présent. Les pertes françaises dépassent 300 000. L'écart dans les pertes ne reflète pas seulement la supériorité allemande, mais l'effondrement français. Les unités ont capitulé intactes, l'équipement a été abandonné, les positions défensives sont tombées sans résistance prolongée. L'armée française n'a pas seulement été vaincue, elle a été brisée psychologiquement et organisationnellement. Le général Weygand tente d'organiser de nouvelles lignes défensives au sud de la rivière Somme en utilisant les forces restantes. Il rassemble environ 60 divisions, beaucoup en sous-effectifs, beaucoup composées de troupes de forteresse de la ligne Maginot qui manquent d'entraînement à la guerre mobile. Contre eux, l'Allemagne regroupe 120 divisions, reposées et réapprovisionnées, confiantes dans leur doctrine et leur leadership. Le déséquilibre est écrasant. Les soldats français qui restent font preuve de courage et de détermination. Les unités individuelles se battent avec compétence et efficacité. Mais le courage ne peut pas surmonter l'échec systémique. Les forces françaises manquent de couverture aérienne. L'armée de l'air a été dévastée lors de la première phase de la campagne. Les chars français combattent dispersés, affectés au soutien d'infanterie plutôt que concentrés pour des contre-attaques. La communication reste chaotique. Les systèmes d'approvisionnement fonctionnent à peine. Le moral s'effondre alors que la nouvelle de la destruction des armées du Nord se répand. Les réfugiés civils congestent les routes, rendant le mouvement militaire presque impossible. L'armée française, qui fait face à la deuxième offensive allemande, est déjà vaincue de toutes les manières, sauf celle de l'admission finale de la défaite. Préparations allemandes terminées. Les unités de la Luftwaffe avancent vers des bases plus proches de Paris. Les divisions Panzer font le plein et se réarment. Les divisions d'infanterie se positionnent pour l'attaque. Le 5 juin, les forces allemandes lancent Fallrott, le cas rouge, l'offensive pour détruire les forces françaises restantes et capturer Paris.
la Wehrmacht attaque simultanément à travers les rivières Somme et Aisne. Les défenseurs français se battent avec acharnement dans certains secteurs, s'effondrent rapidement dans d'autres. Le schéma établi à Sedan se répète. La doctrine allemande des armes combinées, la concentration de force, la supériorité aérienne et la rapidité submergent les efforts défensifs français. En quelques jours, les forces allemandes percent plusieurs secteurs. Les divisions blindées exploitent les brèches. Les tentatives françaises de former de nouvelles lignes défensives échouent avant que les lignes ne se solidifient. La retraite devient générale. Les unités se replient vers Paris, vers la Loire, vers toute position qui pourrait être tenue. Mais aucune position ne tient. La campagne est devenue une poursuite. Les forces allemandes avancent, les forces françaises se retirent. La question n'est plus de savoir si Paris tombera, mais quand. Le point de non-retour est passé. Les armées du Nord sont parties. La deuxième offensive perce. Paris est à découvert. Le gouvernement se prépare à fuir. L'armée française existe encore sur les tableaux d'organisation, mais la résistance effective touche à sa fin. La Troisième République entre dans ses derniers jours. L'effondrement s'accélère vers la défaite totale. 10 juin 1940. Le gouvernement français abandonne Paris. Des colonnes de véhicules officiels se dirigent vers le sud depuis la capitale, rejoignant des millions de civils déjà en fuite. Ministres, fonctionnaires, employés de bureaux, personnel militaire, tous évacuent vers Tours, puis plus tard vers Bordeaux. La machinerie de la Troisième République se déplace vers le sud devant les armées allemandes. Derrière eux, Paris attend. Le Premier ministre Paul Reynaud lutte avec des décisions impossibles. Certains ministres plaident pour une résistance continue depuis l'Afrique du Nord. D'autres exigent un armistice immédiat. Le général Weygand insiste sur le fait que la situation militaire est désespérée et que toute résistance supplémentaire ne sert qu'à provoquer des pertes additionnelles. Reynaud veut continuer à se battre pour maintenir l'honneur de la France et son alliance avec la Grande-Bretagne. Mais son gouvernement se fracture. Les débats se poursuivent à travers des nuits sans sommeil alors que les forces allemandes avancent chaque jour un peu plus près de Paris. Le général Pierre Hering commande la défense de Paris. Ses ordres sont clairs. La ville est déclarée ville ouverte pour l'épargner de la destruction. Aucune résistance ne sera offerte. Les forces allemandes seront autorisées à entrer sans opposition. La décision cause de l'angoisse, mais empêche la dévastation qui résulterait d'un combat urbain. Paris, en 1940, ne deviendra pas Varsovie en 1939. La ville lumière ne brûlera pas. Elle se rendra plus tôt. 14 juin. Les troupes allemandes entrent à Paris peu après l'aube. La 18e armée traverse la périphérie nord et se dirige vers le centre-ville. Des soldats marchent dans des boulevards vides. Leurs bottes résonnent contre des bâtiments silencieux. La police française reste à son poste, maintenant l'ordre, empêchant le pillage. Certains Parisiens regardent derrière des fenêtres closes. La plupart ont déjà fui. 4 millions de résidents ont évacué, laissant moins de 700 000 dans une ville bâtie pour des millions. Dans l'après-midi, les forces allemandes occupent des positions clés à travers Paris. La tour Eiffel arbore la croix gammée. Des sentinelles allemandes gardent l'Arc de Triomphe. Des véhicules de la Wehrmacht stationnent sur les Champs-Élysées. Des officiers réquisitionnent les meilleurs hôtels pour les quartiers généraux. Des soldats posent pour des photographies devant des monuments célèbres. Pour l'Allemagne, cela représente la validation de la défaite de 1870 et la revanche pour l'humiliation de 1918. Pour la France, cela représente une catastrophe nationale. Adolf Hitler visite Paris le 23 juin, sa seule visite dans la capitale conquise. Il visite l'opéra, inspecte le tombeau de Napoléon aux Invalides, pose pour des photographies au Trocadéro avec la tour Eiffel en arrière-plan. La visite dure 3 heures. Hitler examine la ville qu'il a conquise, la capitale de la nation qui a résisté à l'Allemagne pendant 4 ans lors de la guerre précédente, désormais soumise en 6 semaines. Il ordonne à l'architecte Albert Speer de commencer à planifier un Berlin encore plus grand qui surpassera Paris en magnificence. Alors que Paris tombe, les armées françaises continuent de se désintégrer à travers le pays. Les forces allemandes percent sur tous les secteurs. La ligne Maginot, contournée et sans importance, abrite encore des garnisons qui n'ont connu aucun combat. Ces troupes reçoivent maintenant des ordres de retrait, abandonnant leurs fortifications sans tirer un coup de feu.
La ligne qui a coûté tant de richesses et représentait tant d'espoir s'avère inutile. Les forces allemandes l'ont tout simplement contournée. À l'est, le groupe d'armée C, sous le maréchal Wilhelm Ritter von Lieb, attaque à travers le Rhin. Les forces italiennes, cherchant à partager la victoire, envahissent le sud-est de la France le 10 juin. Mussolini, qui a déclaré la guerre seulement après que la défaite française est devenue certaine, envoie des armées italiennes à travers la frontière alpine. Les troupes alpines françaises, en infériorité numérique et épuisées, tiennent les Italiens à des gains minimaux. Les Italiens avancent peut-être 5 km avant que la résistance française ne les arrête. Les performances italiennes s'avèrent si médiocres que Hitler en rigolera plus tard. Mais l'intervention italienne démoralise encore plus la France. Même l'Italie, dont l'incompétence militaire est évidente, peut envahir le territoire français. La résistance militaire française touche à sa fin. Les unités qui se rendent intactes deviennent courantes. Des divisions entières déposent les armes plutôt que de continuer à se battre. Les officiers qui souhaitent poursuivre la résistance manquent de moyens pour le faire. Le carburant vient à manquer. Les stocks de munitions s'épuisent. Les réseaux de communication s'effondrent. Les systèmes d'approvisionnement cessent de fonctionner. Les soldats n'ont pas bien mangé depuis des jours. Les chevaux tirant l'artillerie meurent d'épuisement. Des véhicules abandonnés le long des routes jonchent chaque itinéraire au sud. L'armée n'est pas en train de combattre le retrait. L'armée se dissout. Des réfugiés civils remplissent les routes à travers toute la France. 8 à 10 millions de personnes fuient vers le sud, soit environ un quart de la population française. Ils voyagent en voiture, à bicyclette, à pied, poussant des chariots chargés de leurs biens. Les familles se séparent dans le chaos. Des enfants se perdent. Des personnes âgées s'effondrent et meurent au bord de la route. Les chasseurs de la Luftwaffe mitraillent les colonnes de réfugiés, créant panique et victimes supplémentaires. Cet exode crée une catastrophe humanitaire d'une ampleur sans précédent. La nourriture vient à manquer. L'eau devient rare. Les maladies se propagent. Les routes de France deviennent des scènes de souffrance biblique. Un réfugié écrit plus tard « Nous avons marché pendant des jours avec tout ce que nous pouvions porter. Mes enfants pleuraient de faim et d'épuisement. Nous avons vu des corps le long de la route, des gens qui ne pouvaient tout simplement pas continuer. Nous avons vu des avions allemands mitrailler des civils. Nous avons vu tout ce que nous croyions sur la civilisation et l'humanité prouvé comme faux. Nous n'étions pas des soldats, nous étions des familles, et nous étions détruits sans raison, sauf parce que nous étions français. » Le général Weygand dit au gouvernement le 12 juin que la résistance militaire est devenue impossible. Il ne possède aucune réserve. Ses armées se retirent continuellement. Les forces allemandes avancent à leur gré. Il ne peut proposer aucun plan pour rétablir la situation. La France, affirme-t-il sans ambages, est vaincue. Le gouvernement doit rechercher un armistice avant que l'armée ne se désintègre complètement et avant que les forces allemandes n'occupent tout le territoire français. Son évaluation laisse peu de place à l'espoir. La guerre est perdue. Le premier Paul Reynaud démissionne le 16e juin plutôt que de demander un armistice. Le maréchal Philippe Pétain, héros de Verdun, la figure militaire la plus respectée en France, devient Premier ministre. Pétain a 84 ans. Il représente la France de la guerre précédente, la France victorieuse qui a tenu à Verdun. Mais cette France n'existe plus. La première action de Pétain en tant que Premier ministre est de demander les conditions d'armistice à l'Allemagne. La demande arrive au quartier général allemand le 17 juin. Hitler retarde sa réponse, permettant aux souffrances françaises de se poursuivre, permettant aux forces allemandes d'avancer davantage, maximisant l'humiliation de la France. Le 18 juin, Hitler rencontre Mussolini à Munich pour coordonner les termes de l'armistice. Les Allemands dicteront les conditions, les Italiens recevront des concessions territoriales minimales étant donné leur contribution militaire minimale. Hitler veut s'assurer que la reddition de la France se déroule dans des conditions d'humiliation maximale. 21 juin, les négociations d'armistice ont lieu à Compiègne, dans le même wagon où l'Allemagne a signé l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale en 1918. Hitler ordonne que le wagon soit retiré de son musée et placé au même endroit où les généraux allemands ont accepté la défaite 22 ans plus tôt. Le symbolisme est délibéré et brutal.
La France se rendra au même endroit, dans le même wagon, où l'Allemagne s'est rendue. L'inversion est complète. La délégation française arrive à la forêt de Compiègne. Le général Charles Hunziger mène les négociateurs français. Hitler entre dans le wagon de chemin de fer, écoute le préambule des conditions d'armistice, lu par le général Wilhelm Keitel, puis s'en va sans dire un mot. Il laisse les détails à ses subordonnés. Sa présence ne servait qu'à témoigner de l'humiliation française. Les véritables négociations ont lieu le jour suivant entre les officiers militaires français et allemands. Les termes de l'armistice s'avèrent sévères, mais pas aussi catastrophiques que craint. Les forces allemandes occuperont le nord de la France et l'ensemble de la côte atlantique. La France maintient une petite armée de 100 000 hommes. La marine française ne sera pas saisie, mais devra être démobilisée. La France supporte le coût de l'occupation allemande. Les prisonniers de guerre français, plus d'1,5 million hommes, restent en captivité allemande, en tant qu'otages pour garantir la conformité française. La France se divise en zones occupées et non occupées. La Troisième République cesse effectivement d'exister. Un nouveau gouvernement français, dirigé par Pétain, administrera la France non occupée depuis la ville thermale de Vichy. 22 juin. La France signe l'armistice à Compiègne. Le général Hunziger appose sa signature sur le document avec une réticence visible. Les officiers allemands maintiennent la courtoisie militaire formelle tout au long de la cérémonie. L'armistice entre en vigueur le 25 juin après que l'Italie signe un accord séparé. 6 semaines après le début de l'invasion, la France se rend. La campagne est terminée. Les pertes militaires françaises s'élèvent à environ 90 000 tués et 200 000 blessés. Plus d'1,8 million soldats français tombent aux mains des Allemands. Les pertes allemandes pour l'ensemble de la campagne se chiffrent à environ 27 000 tués, 111 000 blessés et 18 000 disparus. Le rapport des pertes reflète l'ampleur de la victoire allemande et l'effondrement français. L'Allemagne réalise en 6 semaines ce qu'elle n'a pas réussi à accomplir en 4 ans lors de la guerre précédente. Un général français réfléchit plus tard. Nous n'avons pas été vaincus par de meilleurs soldats. Le soldat français a combattu courageusement quand il en a eu l'occasion. Nous avons été vaincus par une meilleure doctrine, un meilleur leadership, une meilleure coordination entre les armes et une meilleure compréhension de la guerre moderne. Nous avons été vaincus par nos propres échecs plus que par le succès allemand. Nous nous étions préparés pour la dernière guerre, ils se sont préparés pour la suivante. Cela a fait toute la différence. Un officier allemand écrit « La victoire est venue si facilement que nous avons soupçonné un piège. Nous avons continué à attendre la grande contre-offensive, l'attaque massive des réserves françaises qui couperait nos pointes de lance et les détruirait. La contre-offensive n'est jamais venue. Nous avons découvert que les Français n'avaient pas de réserve, pas de plan pour répondre à la percée, pas la capacité de s'adapter à la rapidité de nos opérations. Nous avons gagné non pas parce que nous étions des surhommes, mais parce que notre ennemi était paralysé. La Troisième République meurt. À sa place se lève l'État français, dirigé par le maréchal Pétain de Vichy. Le nouveau régime embrasse la collaboration avec l'Allemagne, blâme les institutions démocratiques de la Troisième République pour la défaite et promet un renouveau national par le biais d'un gouvernement autoritaire. Le régime de Vichy divise la France entre ceux qui collaborent, ceux qui résistent, ceux qui essaient simplement de survivre et ceux qui fuient à l'étranger pour continuer à se battre. À Londres, le général Charles de Gaulle, qui a fui la France le 17 juin, diffuse son appel aux Français le 18 juin. Il déclare que la France a perdu une bataille, mais pas la guerre. Il appelle à la résistance continue. Il établit les forces françaises libres pour combattre aux côtés de la Grande-Bretagne. La diffusion de Gaulle atteint peu d'auditeurs au départ. La plupart des Français acceptent la défaite comme définitive. Pourtant, son appel sème des graines de résistance qui germeront au cours de 4 années d'occupation. La France est tombée. La nation qui s'est opposée à l'Allemagne pendant 4 ans, lors de la guerre précédente, se rend en 6 semaines. Les causes sont multiples. Doctrine échouée, leadership divisé, faiblesse politique, erreur stratégique, coordination inadéquate, mauvaise communication. Mais en dessous de tout se cache un échec d'imagination. La France n'a pas pu imaginer à quel point la guerre avait changé entre les guerres. Cet échec d'imagination a coûté à une nation sa liberté,
et au monde son équilibre des forces. Les conséquences de la chute de la France résonnent à travers le globe, remodelant la guerre et le siècle. Le coût humain de la chute de la France défie un calcul simple. Les chiffres racontent une partie de l'histoire. Les pertes militaires françaises atteignent environ 90 000 tués, 200 000 blessés et 1 800 000 faits prisonniers. Les décès civils dépassent 90 000, tués par les bombardements, les mitraillages, l'artillerie, les accidents lors de l'évacuation, la famine et les maladies. 8 à 10 millions de réfugiés fuient leur foyer, créant le plus grand mouvement de population de l'histoire européenne à ce jour. Des régions entières se vident de leurs habitants. Les villes deviennent des villes fantômes. Le tissu social se déchire. Mais les chiffres ne peuvent pas saisir l'ampleur complète du traumatisme. Dans les villages du nord de la France, des familles attendent des nouvelles de fils, maris, pères qui sont partis en septembre 1939. Beaucoup ne sauront jamais ce qui s'est passé. Des corps restent non identifiés sur les champs de bataille. Des hommes se noient lors de traversées de rivières. Des soldats disparaissent dans le chaos de la retraite. Le nombre de disparus s'élève à des centaines de milliers. Les familles vivent des années sans savoir si leurs proches sont morts, ont été capturés ou ont tout simplement disparu dans le tourbillon de la défaite. La crise des prisonniers de guerre submerge les deux nations. 1 800 000 soldats français entrent en captivité allemande, la plus grande capture de masse de l'histoire militaire moderne. Les camps allemands, mal préparés à de tels nombres, offrent un abri minimal et une nourriture insuffisante. Les prisonniers survivent avec des rations de famine pendant l'été 1940. Certains camps accueillent des dizaines de milliers de personnes dans des champs ouverts sans baraquement. Les hommes dorment exposés aux intempéries. La dysenterie se propage. Les maladies font des victimes. La Convention de Genève existe sur le papier, mais est peu appliquée. Les prisonniers français deviennent des otages, retenus pour garantir la conformité de Vichy avec les exigences allemandes. Pour les prisonniers, le traumatisme psychologique est comparable à la souffrance physique. Les soldats de carrière font face à des années de captivité. Les réservistes qui ont quitté leur famille et leurs emplois se retrouvent maintenant emprisonnés sans date de fin. Les officiers ont du mal à maintenir la discipline et le moral parmi des hommes désespérés. Les lettres de chez eux arrivent de manière irrégulière. Les nouvelles de France apportent des rapports d'occupation, de collaboration, de difficultés. Beaucoup de prisonniers se blâment pour la défaite, malgré avoir combattu avec bravoure. La culpabilité du survivant afflige ceux qui se sont rendus, tandis que des camarades sont morts. Les camps deviennent des réservoirs de honte nationale et de souffrance personnelle. Les familles en France souffrent différemment. Les femmes deviennent chefs de famille du jour au lendemain. Les épouses gèrent les fermes et les entreprises sans mari. Les enfants grandissent sans père. Le gouvernement de Vichy offre peu de soutien. Le rationnement alimentaire commence immédiatement. Les forces d'occupation réquisitionnent le bétail, les cultures, les véhicules, tout ce qui a de la valeur. Les marchés noirs fleurissent alors que les approvisionnements légaux s'avèrent inadéquats. La famine ne se produit pas à grande échelle, mais la faim chronique devient normale pour des millions de personnes. Les enfants montrent des signes de malnutrition. Les personnes âgées souffrent le plus gravement. La crise des réfugiés se poursuit longtemps après la fin des combats. 8 à 10 millions de personnes ont fui vers le sud pendant l'invasion. Maintenant, elles doivent retourner chez elles ou rester déplacées. Beaucoup découvrent des maisons détruites par les bombardements ou le pillage. D'autres trouvent des Allemands occupant leurs maisons. Certaines régions restent trop dévastées pour un retour immédiat. Les camps de réfugiés abritent des centaines de milliers de personnes pendant l'été et l'automne de 1940. Les organisations d'aide luttent avec des ressources insuffisantes. Le gouvernement français, divisé entre Vichy et les autorités d'occupation, fournit une aide minimale. Les familles qui ont fui ensemble retournent souvent séparément ou pas du tout. L'exode déplace à jamais des centaines de milliers de personnes. Le nombre d'orphelins se chiffre par dizaines de milliers. Des enfants séparés de leurs parents pendant l'évacuation attendent dans des abris temporaires en espérant une réunification. Certains ne voient jamais leur famille. Des organisations catholiques et protestantes établissent des orphelinats, mais la demande dépasse la capacité. Les enfants plus âgés se débrouillent seuls,
formant des groupes qui survivent par le biais de la récupération et du vol à la tire. L'État manque de ressources pour s'occuper de tous ceux qui ont besoin d'aide. Une génération entière d'enfants subit un traumatisme qui les façonne pour la vie. Les blessés submergent les établissements médicaux. 200 000 soldats français ont besoin de traitements pour des blessures de combat. Les hôpitaux manquent de lits, de médicaments et de fournitures chirurgicales. Les médecins et les infirmières travaillent des heures impossibles avec des ressources inadéquates. Les amputations deviennent fréquentes en raison du manque d'antibiotiques pour lutter contre les infections. De nombreux blessés souffrent de handicaps permanents. Le gouvernement de Vichy propose des pensions, mais à des niveaux insuffisants pour survivre. Les anciens combattants handicapés sont des scènes courantes dans chaque ville française, rappel visible de la défaite. Les résidents juifs de France font face à un danger immédiat après le début de l'occupation. Les autorités allemandes mettent en œuvre des mesures anti-juives dans les zones occupées. Les Juifs perdent des entreprises, des biens, des postes. Le gouvernement de Vichy, cherchant à prouver sa loyauté envers les occupants, adopte ses propres lois anti-juives dans les zones non occupées. Les familles juives commencent à fuir vers la France de Vichy, puis vers l'Espagne ou la Suisse neutre. Ceux qui ne peuvent pas fuir font face à une persécution croissante. Les Juifs étrangers en France, réfugiés des conquêtes allemandes antérieures, font face à un danger particulier. La machine de l'Holocauste commence à fonctionner en France, à commencer par l'enregistrement, menant vers la déportation. La collaboration commence immédiatement. Certains fonctionnaires et citoyens français voient la coopération avec l'Allemagne comme une acceptation pragmatique de la réalité. D'autres adoptent l'idéologie nazie avec enthousiasme. Le gouvernement de Vichy établit des organisations qui aident les autorités allemandes. La police française arrête les résistants et rassemble les Juifs. Les propriétaires d'entreprises vendent des biens aux occupants. Les femmes socialisent avec les soldats allemands. Le phénomène de la collaboration crée des divisions qui empoisonnent la société française pendant des générations. Après la libération, des milliers de personnes font face à un procès pour collaboration. Certains subissent l'exécution, beaucoup d'autres reçoivent des peines de prison. Le règlement de compte s'avère presque aussi traumatisant que l'occupation elle-même. Pourtant, la résistance commence aussi, lentement et timidement. En juin 1940, la résistance signifie de petits actes de défi. Un commerçant refuse de servir des Allemands. Un bureaucrate cache des documents. Un adolescent écrit « Vive la France » sur les murs. Ces petits gestes ont une importance psychologique même s'ils sont stratégiquement insignifiants. Des réseaux se forment progressivement, reliant des personnes prêtes à risquer des sanctions pour s'opposer à l'occupation. Des informations parviennent en Grande-Bretagne. Des aviateurs alliés abattus reçoivent de l'aide pour s'échapper. Le sabotage se produit sporadiquement. Des mouvements de résistance organisés émergent lentement durant 1940 et 1941, devenant finalement des facteurs significatifs. Mais, dans l'immédiat après la défaite, la résistance représente davantage l'espoir que l'efficacité. Une femme se souvient « Mon mari était prisonnier en Allemagne. Mon fils a été tué à Sedan. Mon père est mort pendant l'évacuation quand son cœur a lâché. Je suis retourné dans notre village seul pour trouver notre maison occupée par des officiers allemands. Je n'avais rien. Je savais que personne ne pouvait m'aider car tout le monde avait tout perdu. Je voulais mourir, mais je devais vivre car mon mari pourrait revenir un jour. Alors j'ai vécu. C'était tout ce que je pouvais faire, vivre et attendre. » Un soldat français écrit de sa captivité « Nous sommes assis derrière des fils et essayons de comprendre ce qui est arrivé. 6 semaines et la France a capitulé. Nous nous demandons si nous avons combattu assez durement, si nous avons fait tout ce qui était possible. Je sais que nous l'avons fait. J'ai vu des hommes mourir courageusement, j'ai vu des officiers mener courageusement, mais le courage n'était pas suffisant. Nous avons été vaincus non par la lâcheté, mais par l'obsolescence. Nous avons mené la guerre pour laquelle nous nous étions préparés, tandis que l'ennemi menait la guerre qui existait. Cette réalisation n'apporte aucun réconfort. Le traumatisme psychologique s'étend à travers la société française. La fierté nationale subit un coup dévastateur. La France, qui se considérait comme une grande puissance, est vaincue et occupée. La Troisième République
qui a survécu à la Grande Guerre et à de multiples crises politiques, s'effondre. Les institutions démocratiques laissent place à un gouvernement autoritaire. Les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité cèdent la place à la collaboration et à la soumission. Les dommages psychologiques se révèlent plus profonds et plus durables que la destruction physique. La dévastation économique accompagne la défaite militaire. La production industrielle chute considérablement. Les réquisitions allemandes dépouillent les usines de leur équipement et de leurs matières premières. La production agricole diminue alors que les pénuries de main-d'œuvre affectent les récoltes. Les réseaux de transport souffrent de ponts détruits et de matériel roulant saisi. Les coûts de l'occupation, payés par la France à l'Allemagne, drainent les réserves du Trésor. L'inflation de la monnaie commence. Les niveaux de vie plongent. La France, en 1941, ressemble davantage à une économie du tiers-monde qu'à une nation industrielle développée. Des tombes marquent le paysage. 90 000 soldats français reposent dans des cimetières militaires ou des tombes improvisées près des champs de bataille. Les victimes civiles reposent dans des cimetières de villages à travers le nord de la France. La tâche de récupérer, d'identifier et d'ensevelir correctement les corps se poursuit pendant des années. Beaucoup restent non identifiés. Les familles adoptent les tombes de soldats inconnus, s'en occupant comme s'il s'agissait de proches. Des mémoriaux commencent à apparaître dans les villages, listant les noms des morts, rappel permanent de ce que les 6 semaines ont coûté. Le deuil se poursuit à travers l'occupation, à travers la libération, à travers la reconstruction, devenant une partie de l'identité nationale française. Le coût ne peut pas être mesuré uniquement en chiffres de pertes humaines. La France perd sa souveraineté, sa dignité, son unité. Les familles se brisent, les communautés se fragmentent, la confiance s'évapore. L'occupation dure 4 années, mais les blessures durent des générations. Les enfants qui vivent la défaite et l'occupation portent des traumatismes jusqu'à l'âge adulte. La 4e République, établie après la Libération, n'échappe jamais à l'ombre de l'effondrement de la 3e République. La 5e République, sous Charles de Gaulle, tente de restaurer la fierté française, mais les souvenirs de 1940 persistent. La France tombe en 6 semaines. La récupération prend des décennies. La chute de la France en 1940 représente l'un des moments les plus décisifs de la Seconde Guerre mondiale. En 6 semaines, l'Allemagne accomplit ce qu'elle n'a pas réussi à réaliser en 4 ans de la guerre précédente. Les conséquences redéfinissent l'ensemble du conflit et le monde d'après-guerre. Comprendre pourquoi la France est tombée nécessite d'examiner non seulement la campagne militaire, mais aussi les échecs plus profonds de la doctrine, du leadership et de la volonté nationale qui ont rendu possible cette défaite catastrophique. Stratégiquement, l'effondrement de la France laisse la Grande-Bretagne isolée. Pendant une année, de juin 1940 à juin 1941, la Grande-Bretagne se tient seule contre l'Allemagne nazie. La Royal Air Force remporte la bataille d'Angleterre, empêchant une invasion, mais les options stratégiques britanniques restent limitées. Sans un allié viable en Europe, la Grande-Bretagne ne peut pas menacer l'Allemagne directement. La Méditerranée devient le principal théâtre d'opération de la Grande-Bretagne, combattant les Italiens en Afrique du Nord et tentant de maintenir le contrôle de l'Égypte et du canal de Suez. La chute de la France prolonge la guerre de plusieurs années et force la Grande-Bretagne à adopter une posture défensive qui dure jusqu'à l'entrée en conflit de l'Union soviétique et des États-Unis. Pour l'Allemagne, la victoire sur la France crée l'illusion d'invincibilité. Le prestige de la Wehrmacht atteint son apogée. La doctrine de la Blitzkrieg semble avoir révolutionné la guerre. Les paris stratégiques d'Hitler, opposés par des généraux conservateurs, réussissent de façon spectaculaire. Ce succès engendre une trop grande confiance qui conduit directement à l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941. Si la France avait tenu, si la campagne était devenue un enlisement, Hitler n'aurait peut-être pas attaqué vers l'Est si rapidement, ou avec tant de confiance. L'effondrement rapide de la France contribue à l'hubris allemande, qui s'avère finalement fatale. La campagne valide certaines leçons militaires, tout en obscurcissant d'autres. La doctrine des forces combinées, intégrant l'armure, l'infanterie, l'artillerie et la puissance aérienne, s'avère dévastatrice d'efficacité. La communication radio entre les unités
permet une coordination impossible lors des guerres précédentes. La rapidité et l'exploitation agressive des percées créent une paralysie opérationnelle dans les structures de commandement ennemies. Ces leçons influencent la pensée militaire pendant des décennies. La doctrine américaine des chars, en particulier, s'inspire largement du succès allemand en France. Cependant, la campagne enseigne également de fausses leçons. L'Allemagne conclut que le Blitzkrieg peut vaincre n'importe quel opposant. La Wehrmacht sous-estime l'importance de la logistique, de la capacité industrielle et de la profondeur stratégique. Le succès contre la France, obtenu grâce à une doctrine supérieure face à un ennemi obsolète, rend les planificateurs allemands trop confiants lorsqu'ils font face à l'Union soviétique, où le terrain, les distances et la résilience soviétique s'avèrent décisifs. L'effondrement de la France devient à la fois une validation et un piège pour la pensée stratégique allemande. Pour la France, la défaite initie une période de profond traumatisme national et de transformation. Le régime de Vichy collabore avec l'Allemagne, créant des divisions qui empoisonnent la politique française pendant des générations. Les mouvements de résistance émergent lentement, s'unissant finalement sous la bannière des forces françaises libres de Charles de Gaulle. La lutte interne française entre collaboration et résistance s'avère presque aussi amère que la lutte contre l'occupation. Après la libération en 1944, la France est confrontée à la tâche douloureuse de poursuivre les collaborateurs, de reconstruire les villes détruites et de reconstruire l'identité nationale. La Ve République de Gaulle, établie en 1958, représente un effort conscient pour surmonter les faiblesses politiques qui ont contribué à la défaite de 1940. Une autorité exécutive forte remplace le système parlementaire instable de la Troisième République. Des réformes militaires professionnelles modernisent les forces armées françaises. Le développement d'un moyen de dissuasion nucléaire indépendant garantit que la France ne dépend plus jamais uniquement de ses alliés pour sa sécurité. La chute de la France façonne les institutions politiques et militaires françaises pour le reste du XXe siècle. La mémoire de la campagne reste contestée. Pendant des décennies, les récits ont mis en avant la supériorité allemande et l'incompétence française. Des recherches plus récentes présentent une vue nuancée. Les soldats français ont combattu courageusement dans de nombreux secteurs. L'équipement français était souvent égal ou supérieur à ses équivalents allemands. La défaite a résulté de défaillances systémiques et non de lâcheté individuelle. Une doctrine déficiente, des structures de commandement inadéquates, des divisions politiques et l'incapacité à s'adapter à la guerre moderne ont été décisives. La France a perdu parce que son armée est restée mentalement en 1918, tandis que l'Allemagne planifiait pour 1940. Les mémoriaux à travers la France commémorent la défaite et honorent ceux qui sont morts. La ligne Maginot est préservée à certains endroits, un monument à la confiance mal placée. Le wagon de chemin de fer à Compiègne, où les deux armistices ont été signés, a été détruit par les Erbpochendessen allemands en 1945 pour empêcher qu'ils ne deviennent un symbole de leur défaite. Une réplique marque maintenant le site. Les commémorations annuelles se souviennent des soldats qui sont morts, des civils qui ont souffert et des réfugiés qui ont fui. La France se souvient de 1940, non pas avec fierté, mais avec un sérieux acknowledgement de ce qui s'est passé et la détermination d'éviter une répétition. Les leçons de l'automne s'étendent au-delà de la sphère militaire. Les nations démocratiques, face aux menaces autoritaires, doivent maintenir à la fois une préparation militaire et une unité politique. L'innovation technologique et doctrinale est aussi importante que les chiffres bruts. Le succès passé ne garantit en rien une victoire future. Les sociétés doivent rester adaptables, prêtes à remettre en question les hypothèses et capables de changer rapidement lorsque les circonstances l'exigent. Ces leçons, apprises douloureusement en 1940, restent pertinentes pour la pensée stratégique contemporaine. Les rares séquences filmées en couleur qui subsistent depuis 1940 offrent une fenêtre unique sur la catastrophe. Le film en noir et blanc rend l'histoire lointaine, presque abstraite. La couleur apporte une immédiateté. Nous voyons des réfugiés dans leurs vêtements d'été, fuyant sous des ciels bleus. Nous voyons les uniformes verts des soldats allemands contre les bâtiments gris parisiens. Nous voyons les bannières nazies rouges suspendues aux monuments français. La couleur rend le passé présent, la tragédie lointaine immédiate.
l'événement historique humain. Ces images nous rappellent que de vraies personnes ont vécu ces événements, ont souffert de ces traumatismes, ont enduré ces pertes. La couleur préserve non seulement des faits, mais aussi des émotions. Comme un historien l'écrit plus tard, la chute de la France en 1940 démontre que le pouvoir militaire détaché de la vision stratégique, que l'équipement sans doctrine, que les nombres sans unité ne signifie rien dans la guerre moderne. La France possédait les outils pour résister. Ce dont la France manquait, c'était de l'imagination pour utiliser ces outils de manière efficace et de la cohésion politique pour maintenir la résistance lorsque les plans initiaux échouaient. La chute de la France nous enseigne que la défaite ne vient pas seulement de la force de l'ennemi, mais aussi de nos propres faiblesses, pas seulement de ce que fait l'ennemi, mais de ce que nous échouons à faire. La France est tombée, mais la France s'est aussi relevée, reconstruite et a enduré. L'effondrement a duré 6 semaines, l'occupation a duré 4 ans, la récupération a pris des décennies, mais la France a survécu, transformée mais intacte, se souvenant du coup de l'échec et déterminée à ne jamais payer ce prix à nouveau. L'héritage de 1940 façonne encore la France, un rappel permanent que les nations, comme les individus, doivent s'adapter ou périr, doivent changer ou être changées, doivent apprendre de la défaite ou faire face à sa répétition. La France a appris, le monde se souvient.